Bonjour à tous, je suis David Gateuil du laboratoire Editem et je viens vous présenter aujourd'hui le projet l'Odyssée qui s'intéresse à la dynamique hydrosédimentaire du bassin versant de la Guisane au niveau du Lotaret. Ce projet est né de la rencontre de plusieurs partenaires, à commencer par la zone Atelier Alpes et la fédération de recherche Free Alpes qui sont les deux principaux financeurs. Il y a aussi des partenaires locaux, comme le parc national des Écrins et le jardin du Lotaret, qui a rendu ce projet possible en finançant le fonctionnement et le matériel nécessaire à la mise en place de stations de suivi hydrologique. Enfin, c'est la rencontre de trois partenaires académiques, que sont les laboratoires Editem, l'ECA et Cartel. Alors, les objectifs de ce projet sont multiples. Le premier, c'est la mise en place d'un suivi hydrosédimentaire sur le bassin de la Guisane, qui est une condition nécessaire à la réalisation des autres objectifs du projet. L'objectif numéro 2, pardon, c'est l'étude de la saisonnalité des transferts, que ce soit les transferts d'eau ou de matière associés aux matières ou suspensions dans la Guisane. Le troisième objectif, c'est la compréhension des processus à l'interface sol-hydrosystème, et notamment la compréhension des processus qui permettent le transfert de matière organique ou de polluants organiques contenus dans les sols jusqu'à l'hydrosystème. Dernier objectif, c'est la comparaison des méthodes de traçage sédimentaire qui peuvent être basées sur des traceurs différents, par exemple la signature élémentaire, la signature infrarouge ou l'ADN environnemental. Alors, le site de l'étude, le choix du site de l'étude s'est basé sur plusieurs critères. Le premier, c'était la possibilité d'avoir l'appui technique du jardin du Lotaret, qui est une condition sine qua non à la mise en place d'un suivi pérenne de la dynamique hydrosédimentaire. La deuxième raison, c'est que c'est un site qui est bien connu de par le nombre d'études qui ont été menées, avec pas mal de données préexistantes, notamment sur la qualité des sols, sur les conditions météorologiques et sur bien d'autres paramètres. Le fait de travailler sur la Guisane nous permet aussi de faire la jonction avec les données hydrologiques générées par l'Adréalpaca au niveau de sa station de Montier-les-Bains. Enfin, pour l'étude des dynamiques hydrosédimentaires, c'est un bassin versant qui est particulièrement intéressant puisqu'il est composé de sous-bassins versants qui sont eux-mêmes très variés. Alors ils sont variés par leur taille, par leurs caractéristiques morphologiques ou d'occupation des sols, mais aussi par leur géologie et par le régime hydrologique qu'on peut y avoir. Alors je vous ai découpé ici en différentes sous-parties notre bassin versant, et chacune de ces sous-parties est composée d'une géologie différente, ce qui va permettre d'avoir au sein de ces sous-parties des sédiments qui sont générés, qui vont avoir une signature chimique différente. Et donc dans notre station du Lozé qui est tout à l'aval, on va pouvoir déterminer l'origine des sédiments, c'est ce qu'on appelle le traçage sédimentaire. Et en complément, on a des régimes hydrologiques qui sont aussi variés, avec au nord du bassin versant des régimes nivaux, et au sud des régimes qui sont plutôt glaciaires. Donc pour pouvoir faire le suivi hydrologique sur notre bassin versant, on a mis en place deux stations. La première, elle est localisée dans le vallon de Roche-Noire ici, et puis la seconde, elle est près du village de Lozé, à l'exutoire de notre bassin versant. Et on a sélectionné 6 sites potentiels pour la mise en place de stations temporaires qui pourraient venir compléter notre dispositif. Si on s'intéresse à la station de Roche-Noire, elle draine un bassin versant de 3,4 km², ce qui est plutôt petit, mais qui est la taille idéale pour étudier les processus de transfert depuis les sols vers l'hydrosystème. En complément, la station du Lozé, elle draine un bassin versant de 40 km² et elle est parfaitement adaptée à l'étude des différences de dynamique hydrosédimentaire entre les différents sous-bassins versants qui composent notre bassin versant. Les deux stations sont équipées pour la mesure de hauteur d'eau, ce qui va nous permettre de déterminer à haute fréquence le débit. Elles sont équipées pour la mesure de la turbidité, ce qui nous permettra de déterminer les concentrations en MES puis les flux de matière. Elles sont équipées d'un suivi de la conductimétrie, de la température, et enfin de cannes de prélèvement sur lesquelles peuvent être montés des collecteurs de type ISCO qui nous permettent de faire des prélèvements automatisés de la colonne d'eau. Afin de caractériser des sources, plusieurs campagnes d'échantillonnage de sol ont été réalisées cet été. Les différents sites de prélèvement
sont affichés sur la carte ici à gauche. Afin d'éviter un biais qui pourrait être lié à la sélection de ces sites, ils ont tous été choisis par un tirage aléatoire, avec éventuellement une correction si jamais le site sélectionné aléatoirement tombait au niveau d'une barre rocheuse ou d'un endroit un peu dangereux. Sur chacun de ces sites, on a fait un prélèvement à la tarière, ce qui nous a permis de récupérer les 10 cm de sol de surface. Tous ces échantillons ont été stockés dans des glacières avec une température monitorée inférieure à 0 avant d'être ramenés au laboratoire, congelés avant analyse. Le tirage aléatoire de ces différents sites de prélèvement nous a permis d'avoir une bonne représentativité de l'occupation des sols. Vous avez par exemple ici l'exemple d'un sol forestier situé dans le massif de Combeno. Ici, un exemple de prairie alpine. Il faut savoir que ces prairies alpines représentent l'essentiel de la superficie du bassin versant et donc l'essentiel des échantillons de sol que nous avons prélevés. Mais il y a aussi des échantillons plus spécifiques, comme par exemple des échantillons prélevés dans des perriers, ici sous une ancienne mine. En complément de ces échantillonnages de sol, nous avons réalisé des échantillonnages de sédiments, à savoir des laisses de crues, issues des crues qui ont eu lieu cet automne après la fonte des premières neiges. Ces crues sont particulièrement intéressantes puisque elles sont générées par la fonte qui a lieu uniquement sur les parties élevées du bassin versant, là où on a eu les premières neiges, et du coup elles ne produisent du sédiment que dans les parties hautes. Ceci se voit assez bien sur l'image que vous avez en bas, qui est prélevée au niveau de la jonction entre la Guisane et le torrent de Roche-Noire, où on voit très bien la différence entre, à droite, les matériaux qui sont produits dans la partie basse du bassin versant, et puis à gauche, les laisses de crue, qui sont, elles, issues de la partie haute du bassin versant. Ces différences de matière vont avoir un impact assez fort sur le fonctionnement biogéochimique de nos cours d'eau, d'où l'intérêt de travailler sur ces dynamiques hydrosédimentaires. Le fait de travailler sur ces laisses de crue va nous permettre dès cet hiver de tester les modèles de traçage sédimentaire et donc de voir si notre hypothèse basée sur les compositions chimiques des sédiments est la bonne. Pour continuer d'illustrer l'intérêt de travailler sur les dynamiques hydrosédimentaires, je vous ai mis ici sur la droite deux photos prises à quelques heures d'intervalle. La première photo a été prise au niveau de la station de Roche-Noire. On voit qu'on a une eau qui est très turbide car très chargée en sédiments. Et puis la deuxième photo a été prise au niveau du torrent du Rif, ici. Et on voit qu'on a une eau qui est complètement limpide. Cette différence s'explique par deux raisons. D'une part, la différence des sous-bassins versants drainés, et d'autre part la différence temporelle avec ici un apport lié à la fonte sur les parties hautes de Roche-Noire qui génère de l'érosion en nappe et qui se traduit par une forte turbidité. Ces deux photos illustrent l'intérêt de travailler et d'étudier la dynamique hydrosédimentaire à l'échelle du bassin en général. Alors en complément de ces manifs qui ont été réalisés en 2020, vous avez ici les perspectives pour l'année prochaine, à savoir l'analyse des échantillons de sol et de laisse de crue. Ces analyses considèrent un grand nombre de paramètres, la signature élémentaire pour déterminer le fond géochimique, les teneurs en carbone et en azote plus la détermination des différentes formes de l'azote, l'ADN environnemental, la concentration en HAP, la signature infrarouge et la granulométrie, qui sont des paramètres importants dans les modèles de traçage sédimentaire. Au printemps et à l'été 2021, les manips déjà réalisées seront complétées par d'autres manips, en particulier un suivi de la fonte qui va être particulièrement intéressante pour voir les différences dans les régimes hydrologiques entre les parties nord caractérisées par des régimes nivaux et les parties sud du bassin versant caractérisées par des régimes glaciaires. Un travail qui va être axé sur les épisodes de forte turbidité. On sait en effet, à partir des premiers résultats de mesures de turbidité sur le bassin versant de la Guisane, qu'on a quelques épisodes qui présentent une très forte turbidité et qui pourraient être caractéristiques, c'est-à-dire que ces quelques épisodes pourraient être responsables des flux de matière, d'une grande partie des flux de matière à l'échelle annuelle pour le bassin de la Guisane. Il est donc important de travailler sur ces épisodes majeurs afin de déterminer, de quantifier exactement les flux de sédiments, mais aussi les flux de matière organique ou les flux de polluants qui pourraient y être associés.
troisième manip complémentaire, c'est une étude poussée des processus de remobilisation à l'échelle de la parcelle, étude qui sera menée principalement sur le bassin de Roche-Noire, et notamment dans le cadre de la thèse de Lise Marshall au laboratoire IDITEM. D'ici à fin 2021, nous espérons avoir une cartographie des sources et de leurs propriétés. Nous espérons avoir terminé la comparaison des différents modèles de traçage sédimentaire afin de pouvoir émettre des recommandations sur l'utilisation de ces différents modèles. Nous aurons une meilleure compréhension du fonctionnement hydrosédimentaire du bassin de la Glisane et nous aurons une meilleure idée des processus responsables des exports de matières organiques, de polluants mais aussi de nutriments, notamment d'azote, à l'échelle du bassin de la Glisane. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse ici la liste des gens qui m'ont accompagné dans ce projet.